Un des sujets qui me tient le plus à cœur à propos de charge mentale, c'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik, il nous dit une chose très simple. Ce qui prend le plus de place dans notre esprit, ce sont les tâches inachevées. C'est-à-dire les sujets qu'on n'a pas eu le temps de boucler, les questions qu'on a mis dans des placards en se disant on verra plus tard. Et finalement, en arrière-plan, ça continue à tourner. Et tant que ça n'est pas réglé, ça consomme de la bande passante. Je suis Laurence Thomas et parmi les sujets qui m'accompagnent depuis longtemps, il y a la charge mentale. Je suis coach de dirigeants, donc j'accompagne régulièrement des personnes qui apportent ce sujet sur la table. Je suis aussi maman, donc avec une double vie, une triple vie. Et puis, à mes heures perdues, je suis musicienne. Ça n'est pas mon métier, mais ça fait des années que ça fait partie de ma vie. Et pour se produire sur scène, la charge émotionnelle est un sujet dont on ne peut pas faire l'économie. Et donc j'ai été amenée à me pencher sur cette question parce que j'avais envie d'avoir plaisir à jouer. Et c'est ce qui m'a amenée à la méditation et c'est ce qui aussi m'a amenée à trouver des outils pour prévenir la charge mentale et alléger mon esprit. Mais je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on le partage et qu'on prenne le temps d'avoir du recul sur cette question parce que ça n'est pas une fatalité et qu'il y a des solutions pour avoir un esprit léger dans sa vie. C'est vrai qu'on dit et qu'on lit beaucoup de choses sur la charge mentale de manière pas très positive, on va dire. C'est un sujet de préoccupation, d'inquiétude. C'est un sujet qui crée de l'inconfort, c'est une réalité. C'est pour ça que c'est important de se pencher sur la question. Et en fait, derrière cette question de charge mentale, on peut repartir de la définition du stress. On dit, quand il y a stress, il y a déséquilibre entre les contraintes et les ressources. Et pour la charge mentale, c'est un peu pareil. Et à vrai dire, si on veut être très honnête, on devrait parler de surcharge mentale. C'est quand il y a déséquilibre entre les deux, qu'il y a une situation d'alerte et qu'il est intéressant de réfléchir à comment on pourrait rééquilibrer les choses. C'est tellement tentant de s'identifier à la charge mentale, de démarrer la journée en disant « Oh, ça va être dur, j'ai tellement de choses à faire ». Alors, effectivement, il y a cette dimension-là, il y a une histoire de quantité, mais ça, c'est un peu cognitif, en fait. Dans la charge mentale, il y a la charge cognitive, il y a la charge émotionnelle aussi. C'est-à-dire comment je me sens émotionnellement avec cette quantité de choses à faire. Et on le sait très bien, pour certains d'entre nous, c'est très stimulant d'avoir beaucoup de choses à faire. C'est ce qui va nous rendre efficaces. Moi, je travaille beaucoup avec des musiciens, par exemple. Et les musiciens, ils sont contents quand ils ont beaucoup d'échéances, beaucoup de concerts. Il y a des périodes où c'est ce qui les rend performants au sens inspirant. Ils vont vraiment donner quelque chose de particulier. Et donc, ça peut être une compagnie extrêmement utile d'avoir de la charge et on peut décider de l'associer à l'idée de plaisir, d'accomplissement. Tout a une histoire de dosage, en fait. Pour d'autres, à l'inverse, ça va nous bloquer dans notre capacité à agir et à régler les choses les unes après les autres. On ne souffre pas tous de la même manière de la charge mentale. Il y en a pour qui c'est un sujet et il y en a pour qui c'est un gros problème dans leur vie. C'est le moment où on perd son discernement et son recul et qu'on est finalement plus capable de voir en termes d'enjeux qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui finalement, comme beaucoup de choses de la vie, va finir par passer. La charge mentale, c'est une histoire de perception, de comment on voit les choses cognitivement, comment on les ressent émotionnellement. Donc une première manière de travailler le sujet, c'est vraiment avec beaucoup d'honnêteté et de courage, ce qui n'est pas si simple, de regarder les choses telles qu'elles sont, parce que la tentation, c'est de se dire « c'est pas ma faute », quoi. Ça vient forcément de l'autre, voilà, je suis dans un contexte où on ne prend pas forcément soin de moi. Donc cette question de perception et d'honnêteté à être dans une réflexivité saine, qu'est-ce qui se passe exactement? Elle nous permet souvent de retrouver du pouvoir. Sur quoi je peux agir? Parce qu'on peut passer sa vie entière à se lamenter de ce sur quoi on n'a pas la main. Ce qui va nous aider à trouver la solution, c'est plutôt de construire un espace de calme avant pour imaginer une ou plusieurs solutions. C'est l'un des premiers thèmes que j'aborde dans le programme méditatif. C'est trouver le calme pour construire des solutions. Même si je suis convaincue que je ne peux pas m'arrêter, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai trop de choses à faire, la meilleure décision à prendre, c'est précisément de s'arrêter. C'est-à-dire de faire une pause pour avoir plus d'espace pour réfléchir, moins d'agitation. S'accorder un sas, ça peut servir à déstocker son esprit, à poser sur le papier tout ce qui nous encombre. Ça peut être une liste de choses à faire. En fait, tout ce qu'on va déstocker, ça va nous permettre de retrouver de la bande passante. On a une mémoire de travail qui est très limitée
Et donc, plus on s'accorde des espaces de pause, de sas, plus on prend soin de cette mémoire de travail. Le cerveau, c'est un muscle, donc il y a vraiment l'idée d'en prendre soin. Donc, se donner le choix en début de journée de comment on va envisager les choses. Mettre de l'intelligence dans ce qu'on fait, c'est-à-dire penser les choses telles qu'on va les hiérarchiser, telles qu'on va décider de les vivre. Ça me fait plaisir, je vais en profiter. Ça, je vais le régler avec efficacité parce qu'il faut le faire. Un peu dans le même esprit, en fin de journée, s'accorder aussi un temps de clôture. On peut vraiment faire le lien avec les pratiques de gratitude. Se dire, j'ai terminé la journée, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui était agréable, qu'est-ce qui n'était pas si agréable que je n'ai pas terminé. Ok, je le nomme, je dormirai mieux. Charge mentale, ça pèse lourd, mais la prendre en considération, c'est vraiment s'offrir une qualité de vie bien meilleure. Alors juste se rendre compte de l'endroit où on peut agir, retrouver du pouvoir d'agir, ça change notre perception et ça pèse un peu moins lourd. Ça, c'est sûr que c'est la première étape. Mais c'est un peu facile. Une fois qu'on a fait ça, on n'a rien changé. Et donc, la deuxième étape, c'est d'agir, évidemment. Donc, la question, c'est par quoi je commence ? Et moi, il y a un aspect qui me tient particulièrement à cœur dans ces questions d'alléger son esprit pour réduire la charge mentale. C'est un sujet qui a été mis en évidence par une chercheuse russe qui s'appelle Bluma Zegarnik, qui est tombée aux oubliettes. Elle a vécu au tout début du XXe siècle. Et elle a mis en évidence que les tâches inachevées consomment beaucoup plus de place dans notre mémoire de travail que les tâches achevées. En résumé, ce qui nous pèse, c'est les trucs qui sont grands ouverts. Et comment agir, c'est-à-dire par quoi commencer quand on veut agir ? En fermant les boucles, c'est-à-dire en fermant les sujets ouverts qui consomment de la bande passante. Les questions qu'on a mis dans des placards en se disant on verra plus tard, et finalement en arrière-plan, ça continue à tourner. Et tant que ça n'est pas réglé, ça consomme de la bande passante. Et ensuite, voir comment on peut installer une organisation, des sas, une manière de déstocker régulièrement son esprit. C'est très libérateur, cette étape où on décide, en gros, de faire le ménage, de se dire, ces sujets-là, je bloque du temps, je les règle. C'est tellement simple qu'on sous-estime l'impact que ça peut avoir dans notre quotidien, d'appliquer cette règle-là. En fait, c'est un principe qui a été mis en évidence en observant les serveurs dans les cafés. Quand ils prennent notre commande, ils enregistrent ça et ils s'en rappellent jusqu'à ce qu'ils nous aient servi, jusqu'à ce qu'ils aient délivré leur service. Et ensuite, quand on va payer, souvent ils ne se rappellent plus aussi précisément. Et donc il y a l'idée que si on boucle un sujet, on retrouve de l'espace, on retrouve de la bande passante. Et c'est un principe extrêmement simple, mais qu'on peut déployer dans plein d'aspects de notre vie. Par exemple, très concrètement, vous êtes au travail, vous êtes en réunion, il y a une pause. Qu'est-ce qu'on fait à la pause ? On regarde son téléphone, on regarde les messages, alors qu'on sait très bien qu'on n'aura pas le temps de les régler. Qu'est-ce que vous allez faire sur la suite de la réunion ? Vous allez avoir ça qui tourne en arrière-plan. Alors qu'une autre option, c'est de se dire, soit je ne regarde pas du tout les messages, soit je regarde juste le titre, mais je n'ouvre pas un sujet dont je sais que je n'aurai pas la possibilité de le régler et de fermer la boucle. Ça, c'est la première manière de voir les choses. Et la deuxième manière, c'est de se dire, quand je vois que j'ai beaucoup de sujets ouverts, je ménage du temps et je les ferme les uns après les autres pour retrouver de l'espace, retrouver du terrain. Voilà, ça c'est un principe qui pour moi a été révolutionnaire dans mon organisation, dans ma manière d'envisager les choses au quotidien. Dans ce principe de fermer les boucles, il y a une chose qui est importante, c'est quelle est la taille de la boucle. Et si la boucle est trop grande, l'idée c'est de la fractionner en petites tâches. Et ça c'est vraiment un principe qu'on peut garder. La personne qui m'a formée au coaching avait une formule que ça fait 15 ans qu'elle m'accompagne. Elle disait quand on doit manger une baleine, on commence par manger un orteil de baleine. Alors je ne sais pas si les baleines ont des orteils, mais moi j'aime beaucoup cette idée de faire des petits morceaux et de se dire ok, je ne vais pas avoir le temps de faire tout ça ce matin, mais ça c'est fait. Et donc, voilà, si j'ai une grande boucle, on la fractionne en petites boucles. Et ça m'amène à un autre principe pour éviter de générer de la charge mentale. C'est ce qu'on appelle le principe d'action immédiate. Il y a une urgence qui arrive. Et le principe, c'est de diagnostiquer le temps qu'il nous faut pour régler ça. S'il me faut moins de 5 minutes, je le fais immédiatement. S'il me faut plus de 5 minutes, je le programme. Parce qu'on évacue au fur et à mesure ce qui pourrait saturer notre mémoire de travail.
Découper ce qu'on a à faire en petites tâches, ça a plusieurs avantages. L'un des premiers avantages, c'est que quand on a fait une petite chose, déjà on peut se féliciter de l'avoir faite. Donc il y a quelque chose à voir aussi avec les processus de gratitude. Et la deuxième chose, c'est que quand on est focalisé sur une seule chose à la fois, parce qu'on fait une petite tranche et on ne fait que ça, une seule chose à la fois, ça c'est très pleine conscience. Et évidemment, le lien avec la clarté d'esprit, avec tous les bénéfices de la pleine conscience, où on est pleinement présent à une seule chose, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus plaisant. Il y a vraiment l'idée d'être pleinement disponible à une chose à laquelle on se dédie, c'est beaucoup plus gratifiant. Donc pour toutes ces raisons, le fait d'avoir des petites tranches auxquelles on est complètement présent, on ne se pose pas la question de ce qu'on a fait avant ou de ce qu'on aura à faire après, ça nous permet de cheminer avec un esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus léger, et on se fait bien plus plaisir. C'est un exemple de tâche vaste, trop vaste, dont on se dit ce serait intéressant de la fractionner. C'est par exemple le moment où vous allez préparer vos vacances. Alors vous savez à quel endroit vous allez, mais il y a plein de sujets à régler. Le trajet, l'hébergement, peut-être des aspects administratifs, de visa, et en fait de se dire bon, je fais d'abord ça, puis je ferai ça, puis ensuite tel autre aspect. Déjà, ça rend la tâche plus digeste et plus accessible. Une autre manière de le dire, c'est une autre phrase de la personne qui m'a formée au coaching, elle disait quand on commence à monter un escalier, on n'a pas besoin de voir ce qu'il y a en haut de l'escalier. Il suffit de voir la première marche. Une fois qu'on a fait la première marche, on fera la deuxième et on arrivera bien en haut un jour. Un outil qui peut être très aidant pour alléger son esprit, c'est de faire des listes. Il y a la liste papier-crayon, qu'on connaît tous. Il y a la version digitale, sur son téléphone, on fait sa liste. Nos grands-mères, elles nous disaient « fais un nœud à ton mouchoir » pour ne pas oublier. Pour certains d'entre nous, peut-être, vous écrivez sur votre main, vous faites une petite croix, vous mettez juste un mot pour vous rappeler. Ça semble extrêmement simple de déstocker son esprit pour alléger sa mémoire de travail. Et il y a un neuropsychologue américain qui s'appelle Rick Hanson, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le pouvoir des petits riens », qui présente le fait de faire des listes comme vraiment un temps de retour à soi. Il parle de trouver refuge, c'est-à-dire on s'accorde un moment juste pour soi et on pose sur le papier tout ce qui va nous permettre d'y voir clair. Et il fait vraiment le lien avec tous les bénéfices de ce principe de lister les choses qu'on a à faire. Et il y aurait beaucoup de choses à dire derrière, parce que qu'est-ce qu'on fait de cette liste une fois qu'on a fait les choses? On peut les rayer, c'est très gratifiant. On peut les stabiloter, parce que comme ça, en fin de journée, on observe tout ce qu'on a réglé. C'est encore plus agréable. Voilà, c'est vraiment un outil de pilotage de la charge mentale, de son activité. Et en déstockant notre mémoire de travail, c'est-à-dire en sortant de notre esprit ce qui tournait, la tâche, on va aussi alléger notre charge émotionnelle, parce qu'on sera moins inquiet d'oublier quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on voulait à tout prix faire sans l'oublier. S'il y avait une chose qui a fait la différence pour moi, c'est vraiment l'idée de faire des petites tranches, des petits morceaux pour se désencombrer l'esprit. Et ce qui m'aide à segmenter les choses, c'est de m'accorder des temps de pause. Parce que quand on est dans l'action, on a l'impression qu'on est sur une autoroute et qu'on ne peut pas s'arrêter. Le fait de s'arrêter, ça permet de définir à nouveau les petites tranches dont on peut s'acquitter. Et c'est tellement plus confortable. En lien avec ce fameux effet Zeigarnik qui nous dit les tâches inachevées consomment de la bande passante et quand j'achève une tâche, on se sent tellement mieux. La charge mentale, c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est pourquoi je suis particulièrement heureuse d'avoir pu écrire pour Petit Bambou le programme qui s'intitule « Alléger son esprit » que je vous invite à aller découvrir. Et pour les plus curieux, j'ai également écrit un ouvrage qui s'intitule « La boîte à outils pour prévenir la charge mentale » qui est paru aux éditions Duno, où vous trouverez un certain nombre d'outils pour approfondir cette question de manière encore plus opérationnelle.